Bonjour docteur Mathis. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de gynécologie sans frontières. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter et ce que vous faites au sein de l'organisation? Alors, je suis le docteur Richard Mathis, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille dans le Nord et à l'hôpital. Et j'appartiens à Gynécologie sans frontières depuis 1999. Et je suis en ce moment vice-président exécutif de Gynécologie sans frontières. D'accord. Donc tout le monde connaît Médecins sans frontières, mais Gynécologie sans frontières est quand même beaucoup moins connu. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'ONG, s'il vous plaît? Effectivement, Médecins sans frontières, c'est vraiment l'ONG, la racine, disons. Après, il y a eu beaucoup de déclinaisons sans frontières dans différentes spécialisations, activités. Gynécologie sans frontières, c'est une ONG qui a été créée en 1995 par quelqu'un qui faisait partie, qui avait fait des missions avec MSF à l'époque, Médecins sans frontières, mais qui souhaitait créer une ONG plus dédiée à la santé des femmes. Donc il a appelé ça Gynécologie sans frontières et ça réunit finalement des professionnels de santé, essentiellement des sages-femmes, des gynécos, mais aussi des médecins ou d'autres professionnels qui ont un trait à la santé des femmes ou qui défendent la santé et le droit des femmes. On peut avoir des gens qui ne sont même pas dans le milieu de la santé, mais les forces vives de Gynécos sans frontières sont quand même des sages-femmes et des gynécos. Et on peut avoir des gens de la société qui ne sont pas dans la profession, qui sont impliqués quand même dans la démarche. Alors cette association, elle est née en 1995, elle était assez petite, elle est encore petite d'ailleurs, mais pendant quelques années. Et elle a commencé à prendre de l'ampleur à partir de 1999 avec les événements au Kosovo et les populations déplacées. Et on a commencé au départ à se coller sur des ONG généralistes, comme on dit, c'est-à-dire ça peut être Médecins du Monde, Médecins sans frontières, l'Ordre de Malte, Aide médicale internationale, où on venait apporter cette spécificité sur la santé des femmes avec des professionnels expérimentés sur cette thématique. Et voilà, donc on a fait essentiellement des missions de développement, c'est-à-dire où on formait les professionnels de la région dans laquelle on intervenait à avoir une meilleure pratique professionnelle pour la conduite de l'accouchement et pour éviter un des principaux fléaux contre lequel on lutte. Un des principaux fléaux contre lesquels on lutte, c'est la mortalité maternelle. Et donc, en formant les professionnels à la bonne prise en charge de l'accouchement, donc voilà sur quoi on est vraiment expérimenté sur ce type de formation-développement. Et depuis 2010, on s'est impliqué dans les missions d'urgence avec Haïti au départ, à la suite du séisme d'Haïti, où là on a commencé à faire de la prise en charge mode d'urgence dans les camps de réfugiés, de déplacés qu'il y avait donc après Haïti. On a renouvelé l'expérience à Zaatari en Jordanie, où c'est un camp de réfugiés syriens, où là on est resté 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et on a fait 1600 accouchements dans le camp. Et la troisième mission d'urgence qu'on est en train de mener actuellement, aujourd'hui, c'est en France, à Calais, où on intervient sur les camps de migrants depuis novembre 2015. D'accord. Donc si vous pouviez un peu plus décrire les actions que vous avez à l'étranger, notamment dans les zones de conflit. Alors, normalement, nous, on n'a pas... on est une petite ONG avec 2 salariés. Tout le reste sont des bénévoles. On n'intervient pas dans les zones où il y a un risque sécuritaire pour nos bénévoles ou nos expatriés. Donc le plus proximal, disons, d'une zone de conflit, c'est dans la période des camps de réfugiés. Donc par exemple, en Syrie, on n'est pas intervenu en Syrie, comme pouvait le faire MSF ou d'autres ONG généralistes, qui ont plus les capacités à pouvoir intervenir sur la zone de conflit. Nous, on était dans un camp de réfugiés où la sécurité est optimale. On ne peut pas se permettre, on n'a pas la capacité de pouvoir prendre un moindre risque pour nos bénévoles. Donc, en général, on n'est pas sur une zone de conflit. Alors, on intervient un peu partout dans le monde, mais effectivement, c'est essentiellement focalisé sur l'Afrique avec plusieurs pays.
On a intervenu pendant 5 ans au Burundi. Là, actuellement, pour des raisons de sécurité, on n'y retourne plus depuis 2 ans. On intervient au Togo actuellement, à Madagascar, en Haïti. Je cherche. On va débuter une mission probablement en Comores en Anjouan. Enfin, il y a plusieurs terrains, mais là c'est purement africain. En Haïti, donc c'est depuis le séisme de 2010, on est resté sur place pour enchaîner après une mission d'urgence, une mission de développement. Donc là on est dans la formation des professionnels au sein d'une grosse maternité près de Port-au-Prince. Il y a aussi eu des missions dans l'Asie, donc au Népal, au Vietnam, au Cambodge, au Laos. Donc voilà, on est un petit peu dans tous les pays en voie de développement. Et en France, depuis 2006, on agit en France depuis 2006 sur le concept de violence faite aux femmes et surtout sur le rôle des professionnels de santé vis-à-vis des victimes de violences faites aux femmes. Donc depuis 2006, on a commencé par les violences type mutilatoires, donc l'excision, donc former les professionnels, les sensibiliser à la prise en charge des femmes victimes d'excision, à la prévention pour éviter que les jeunes filles soient à nouveau excisées. Et on a bien naturellement élargi le spectre aux violences conjugales, aux violences intrafamiliales, aux violences de tout type sur les femmes. Et donc ça va par là à une lutte aussi, à un plaidoyer pour le droit des femmes et pour le respect des femmes. Donc ça c'est une mission plutôt qu'on mène en France depuis 2006, donc ça fait 10 ans. Et récemment, donc la mission de Calais qui est un peu en dehors. Mais on est intervenu à Calais parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait des violences au sein des camps, comme c'est souvent le cas dans tous les camps du monde. Pourquoi aller à Zaatari en Jordanie et ne pas aller à Calais? Donc c'est pour ça qu'on est depuis 1 an à Calais. D'accord. Donc effectivement, vous agissez en France dans les camps de migrants du Nord. Et notre première question, c'est pour quelles raisons, vous venez d'en parler rapidement, et quel a été aussi un peu votre ressenti quand même d'agir en France, si près de chez nous? Bien, c'est vrai qu'on entendait comme tout le monde dans les médias parler des camps de Calais. Donc, en étant du Nord, on savait que c'était à proximité, mais on avait l'impression que c'était un problème purement masculin, qu'il n'y avait que des réfugiés masculins. Et c'est une sage-femme qui a travaillé dans le camp de Zaatari, qui est sage-femme à Saint-Omer et qui, par son activité de bénévole à titre privé, était amenée à aller dans les camps, parce qu'il n'y a pas que Calais, il y a Nord-en-Fonte par exemple. Et c'est là que des bénévoles, sachant qu'elle était sage-femme, l'ont interpellée en disant qu'il y a pas mal de notions de violence. Et elle nous a donc interpellés à son tour en disant pourquoi GSF fait des choses à Zaatari alors qu'on pourrait très bien faire la même chose là. Donc on s'est dit effectivement, on a fait une mission exploratoire pour voir un petit peu quelle était l'ampleur du problème. Est-ce qu'il y avait un problème de femmes? Parce que à l'époque, on pensait que c'était surtout des hommes. Effectivement, c'est une majorité d'hommes. Il y a 10% de femmes dans l'ensemble des camps, en moyenne. Maintenant, peut-être même un peu plus, on les voit plus. Mais donc, on a décidé de monter une mission à partir de novembre 2015 pour venir en aide aux femmes des camps de migrants, qui ne sont pas des camps, parce que ce sont des bidonvilles. On a été très surpris, d'une part, d'avoir conduire une mission en France, parce que on ne s'attend pas à se retrouver. Alors c'est pas une mission facile justement parce que c'est un peu, je dis, schizophrénique pour nos bénévoles parce qu'on est en France avec le savoir-faire, les habitudes, le travail qu'on peut avoir en France. Et en même temps, il faut se mettre comme si on était en dehors de France, dans un camp humanitaire, comme si on était à 6000 km et donc adapter sa façon de faire aux conditions. Donc le matin et le soir, il y a une espèce de vestiaire où le bénévole doit se remettre en position pour France, position humanitaire, et ce qui rend la mission des fois difficile et douloureuse psychologiquement pour les bénévoles quand ils arrivent. Il y a une période de 3-4 jours où ils sont un peu en train de chercher leurs repères. Puis après, ça va et ça se passe bien. Et ces camps ne sont pas des camps. On dit des camps, c'est un raccourci. Un camp, c'est ce qu'on a vu à Zaatari, ce qu'on voit partout dans le monde. C'est les grandes tentes avec UNHCR, un camp de mode aux normes humanitaires. Et là, ça n'était absolument pas ça, parce qu'il n'y avait aucune norme. C'était un bidonville, même moins qu'un bidonville.
le camp de Grande-Sainte à Baroque à l'époque, personne au monde a vu un camp aussi horrible que ça, quoi. Même MSF qui était là, MDM, qui ont l'habitude de travailler dans tous les camps. Et nous, personne n'avait vu pareille chose, quoi. Donc c'était un champ de boue de 20 cm de boue. Il fallait venir avec des bottes. On rentrait dans ce camp avec des bottes. Et des tentes quechua d'1 mètre de haut qui sont posées dans la boue. Donc voilà, ce camp a été heureusement, grâce au maire de Grande-Sainte et à MSF, déménagé et non pas démantelé dans un camp sec à côté, aux normes humanitaires, premier camp, fait par MSF, malgré les réticences de la préfecture, mais ça s'est fait. Et là, c'est dans des conditions nettement plus dignes, avec des points sanitaires, enfin, tout un tas de choses. Mais ça, c'est un camp. Le Calais a été démantelé, donc tout le monde est au courant. Mais il y a d'autres camps autour. Il y a la population qui a été démantelée, qui a été envoyée dans un centre d'accueil et d'orientation, mais il y en a beaucoup qui reviennent, beaucoup qui sont déjà sortis des centres d'orientation et qui sont dans la nature, en errance. Donc pour nous, notre mission de s'occuper des femmes, elles sont encore plus en grande vulnérabilité, puisque isolées, parce qu'à l'intérieur de ces camps, même à la jungle de Calais, même si c'était conditions de vie difficiles, il y avait quand même un tissu social, il y avait une vie, quoi. Les gens se connaissaient, voilà, il y avait un groupe. Là, les gens se retrouvent complètement isolés, soit dans un CAO, la centre d'accueil et d'orientation, seuls, comme ça au milieu de la France, perdus, ou alors en errance pour essayer de remonter vers le nord. Donc ça a augmenté notre activité après le démantèlement de Calais, parce que tout le monde nous dit il n'y a plus Calais, donc qu'est-ce que vous faites? Je vous assure qu'on a augmenté nos consultations, parce qu'on travaille dans les autres camps à l'intérieur des terres, à Nord-en-Fonte, à Angres, à Seine-Vorde et d'autres, plus les lieux où des patientes sont arrivées, dans certains CADA ou CAO, où on va aussi les voir. Donc pour nous, c'est encore plus de travail, et pour les femmes, c'est plus de vulnérabilité, plus d'isolement. D'accord. Et quels ont été les soutiens politiques, financiers que vous avez pu recevoir, non pas pour toutes vos missions, mais pour cette mission-là en particulier en France, près de chez nous? Alors quand on a fait l'évaluation, on était assez confiants, parce qu'on s'est dit, on va monter cette mission. En gros, ça va être un copier-coller de ce qu'on a vécu à Zaatari, où là, on avait eu effectivement par le ministère des Affaires étrangères un financement conséquent. Donc on se dit, voilà, on fait la même chose en France. On s'est adressé au ministère des Affaires étrangères qui nous a répondu que ce n'était pas à l'étranger mais en France, donc ce n'était pas de leur domaine, ce qu'on a compris. Donc on a fait vraiment toutes les strates, de ministères aux conseils régionaux, conseils départementaux, municipaux, etc. Et on a eu même pas 1 euro de subvention. Ça nous a mis un peu en détresse psychologique, parce qu'on ne peut pas vivre sans subvention. Je vous dis, une toute petite association, on a quand même 400 adhérents, mais que 2 salariés, donc il faut qu'on ait un minimum de subventions. Et donc on a fait appel aux fondations privées, donc voilà, du domaine privé, qui au départ, compte tenu du contexte politique, ne savaient pas trop si, demandaient à réfléchir un peu. Parce que le problème des migrants, est-ce que c'est un soutien, est-ce qu'on ne cautionne pas? Enfin, c'était pas clair politiquement, pas suffisamment, avec tout ce qui se disait au niveau médiatique. Donc on a eu une pause du côté des fondations privées. Il n'y avait pas un engouement. Il y a eu quelques fondations humanistes qui ont donné tout de suite, parce qu'ils voyaient plutôt l'humain que le problème politique, mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir s'orienter plus loin, de façon plus pérenne. Donc on a décidé de faire que 3 mois de mission, en attendant de trouver des fonds, en se disant si dans 3 mois il ne se passe rien, on s'arrête, parce qu'on ne pourra pas continuer. Et on a médiatisé, grâce aux journalistes, à la presse, le camp de Grande-Sainte dont je vous ai parlé, qui est absolument horrible. Et là, ça a été un tel choc de voir tous les gens qu'on amenait voir ce bidonville étaient complètement presque sidérés de voir avec des enfants comme ça. Bref, du coup, les fondations privées sont revenues des fois spontanément pour nous demander où en êtes-vous. Et là, commencer à nous aider de façon qui nous a permis de continuer la mission jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on a toujours aucune aide institutionnelle jusqu'à juillet, là à peu près. On a eu enfin une aide de la délégation droits des femmes et du Conseil général du Nord.
récemment. Une aide qui est correcte, mais qui n'est pas suffisante pour faire la mission. Notre mission, là, en gros, le bilan dépenses-recettes, il nous reste en gros 500 euros. On a des fondations privées dont on sait qu'elles vont nous subventionner là, très prochainement, mais nous, de toute façon, cette mission elle s'arrêtera le jour où on n'aura plus d'argent. Donc on espère que les fonds publics vont enfin se décider à nous aider. Ce d'autant qu'on est tout seul maintenant, puisque MSF s'est désengagé des soins primaires, MDM aussi. Donc on est la seule ONG médicale à travailler sur les camps. Donc après nous, il n'y a plus personne. Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie.